Bonjour et bienvenue sur notre podcast, Balkanis Podcast. Ça fait un petit moment, je devrais dire un long moment, que nous ne nous sommes pas rencontrés, que nous n'avons pas enregistré de vidéo, mais nous avons une bonne raison de le faire aujourd'hui. Nous avons une très bonne nouvelle. Vous allez remarquer que je ne suis pas seul, j'ai un invité que vous avez déjà vu, que vous avez déjà eu la chance d'écouter. Il s'agit de Monsieur Sébastien Bianchin. Nous allons échanger avec lui aujourd'hui au sujet du programme de mobilité francophone. Eh bien, je suis Eddy Balamboula, consultant réglementaire en immigration canadienne. Et Monsieur Sébastien est également consultant comme moi. Donc, aujourd'hui, ensemble, nous allons échanger sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, le programme de mobilité francophone. Et pourquoi? Pourquoi spécifiquement aujourd'hui? Eh bien, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, d'excellentes nouvelles, devrais-je dire. Je devrais être bien plus excité que ça. Et vous aussi, d'ailleurs, parce que ça change énormément de choses pour nous et pour vous. Alors, sans plus tarder, je m'en vais accueillir notre invité aujourd'hui, Monsieur Sébastien. Bonjour Sébastien, comment ça va? Bonjour Eddy, merci de me recevoir encore. C'est un plaisir de revenir dans le podcast. La première fois, c'est très bien passé. Et là, c'est vrai, effectivement, comme tu disais, on a de très bonnes nouvelles sur le programme, justement. Super. Alors, nous allons partager cette nouvelle avec nos auditeurs et avec ceux qui nous suivent. Je voudrais déjà vous demander de vous abonner massivement, hein, pour ceux qui ne le sont pas encore, Balkanist Podcast. Nous sommes sur YouTube, nous sommes également sur d'autres plateformes, sur Facebook et Instagram. Monsieur Sébastien avec Up North Immigration, il va vous donner les coordonnées. Je vous demande, s'il vous plaît, de le suivre partout sur les réseaux et comme ça, nous allons rester à l'affût, hein, toujours des informations comme elles arrivent. Donc, sans plus tarder, Sébastien, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Alors, je vais juste faire un petit rappel de ce qu'on avait discuté sur le programme. Mm-hmm. Le programme d'immigration francophone, le programme de mobilité francophone, pardon, vient d'être modifié là, vendredi, le 15 juin. C'est tout récent. C'est-à-dire qu'avant vendredi, avant le 15 juin, il fallait absolument avoir une offre d'emploi qualifiée. C'est-à-dire, on parlait de faire 0, 1, 2 ou 3, hors Québec, ça n'a pas changé. Et il fallait pouvoir démontrer, si on vous le demandait, un niveau de langue, un niveau 7. Okay. Et là, on a trois bonnes nouvelles pour le coup. Okay. Ce qui fait que la plus grosse nouvelle, je commence par ça, c'est que depuis vendredi, le programme de mobilité francophone est ouvert à absolument tous les métiers. Okay, sauf quelques métiers dans le métier agricole, dans le domaine agricole. Tu vas trop vite là. Ok, attends une minute. Mais c'est quoi? On parle de quoi? C'est quoi ce programme de mobilité francophone d'abord? Il y en a qui ne le connaissent pas. Alors, je voudrais essayer d'aider un peu tout le monde, hein, pour ceux et celles qui vont nous suivre aujourd'hui pour la toute première fois. Oui, nous sommes excités. Il y a des changements, des bonnes nouvelles. Oui, mais moi, je suis un peu perdu. De quoi parle-t-on? C'est quoi ce programme de mobilité francophone? Est-ce qu'on peut reculer un tout petit peu avant de présenter les bonnes nouvelles dans les détails? C'est vrai, je me suis laissé emporter un peu. Parce que c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est vraiment un truc énorme. La mobilité francophone, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle une dispense de IMT. Une IMT, qu'est-ce que c'est? C'est une étude d'impact sur le marché du travail. C'est-à-dire, grosso modo, au Canada, quand un employeur veut embaucher un travailleur étranger, la plupart du temps, il doit faire ce qu'on appelle une IMT. C'est-à-dire, grosso modo, il doit démontrer qu'il a fait tous les efforts nécessaires pour trouver un Canadien pour le poste ou un résident permanent, et que finalement, après ses recherches, il n'a pas trouvé. Et c'est là qu'il demande l'autorisation d'embaucher un étranger. Tout à fait. Ça, c'est une demande de IMT. Maintenant, comme j'ai dit, la mobilité francophone, c'est une des façons, il y a plusieurs façons, hein, c'est une des façons d'être dispensé de IMT. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un employeur qui n'est pas au Québec, donc un employeur hors Québec, partout au Canada sauf le Québec, veut embaucher un étranger, alors, jusqu'à maintenant, dans un emploi qualifié, donc pas n'importe quel type d'emploi, si cet étranger est francophone, s'il parle français, l'employeur n'a pas besoin de faire les efforts de recrutement, il n'a pas besoin de faire une IMT. C'est moins cher pour l'employeur, c'est plus rapide, c'est plus facile au niveau des démarches. C'est vraiment un outil vraiment appréciable. Ok. Donc, en d'autres termes, on parle bien d'une exception
à la règle commune de devoir présenter une étude d'impact sur le marché du travail pour les employeurs. Une exception qui permet ou qui permettait jusque-là, permet encore en fait, mais on parlera des changements, aux employeurs canadiens d'embaucher les francophones sans beaucoup de complications, sans devoir payer des frais, sans devoir démontrer qu'ils ont cherché partout dans le Canada ou qu'ils ont tenté, en tout cas, de trouver quelqu'un capable et disponible à occuper ces postes-là. Ils n'ont pas besoin de faire toutes ces démonstrations-là. Ils avaient la possibilité, eh bien, d'aller offrir un emploi à un individu qui parle français. Mais cet individu devait démontrer un certain nombre de choses. Alors, tu as parlé de la langue. Oui, alors ça, on va en reparler justement parce que c'était pas justement jusqu'à maintenant, et ça c'est le tout petit point noir, mais il n'est pas très grand, Okay. de la nouveauté, c'est que on n'était pas obligé de démontrer un niveau de langue. Okay. La règle, c'était que si l'agent qui traite votre dossier n'était pas satisfait que vous parliez français, il pouvait vous demander un test de langue ou une entrevue, mais c'était pas obligatoire. Okay. On a vu beaucoup de dérives malheureusement avec ça, c'est que effectivement, si c'était un Français ou un Belge qui faisait une demande de permis de travail, pas de souci, l'agent était convaincu que la personne parlait français. Si c'était un Camerounais ou un Malien, par exemple, il demandait systématiquement quasiment un test de langue. Ça devenait comme une règle non écrite, non dite, hein. Exactement. Et le niveau de langue à ce moment-là qu'il fallait prouver, c'était un niveau 7, qui correspond à un intermédiaire élevé. Oui. Ce qui est, par exemple, un niveau de langue qu'on demande même pas à certaines professions. Je pense aux professions Fer 3, par exemple, tout ce qui est, je sais pas, chaudronnier, soudeur, maçon, toutes ces professions-là, quand elles passent par l'entrée express pour la résidence permanente, donc il y a encore un niveau au-dessus, on leur demande même pas un niveau aussi élevé, alors qu'on le demandait pour le permis de travail. Tout à fait. Donc, il y avait une certaine injustice là-dedans. Il y avait beaucoup d'injustice, oui, tout à fait. Et donc, finalement, ce programme-là fonctionnait très bien jusque-là, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour être honnête, je sais pas. On avait des discussions. Il faut savoir que le programme de mobilité francophone, à la base, avait été mis en place en 2016 pour pallier au manque de francophones hors Québec. Et l'idée, je me souviens plus des chiffres, mais je pense qu'à l'époque, on frôlait le 2,3% de francophones hors Québec. Et l'objectif, c'était de monter à 4,5% de francophones hors Québec. Et il y a eu un rapport il y a quelques mois, je me souviens plus quand, qui disait que ce chiffre avait été atteint. Ou en tout cas, on était très, très proche. Et du coup, beaucoup de gens pensaient que ça allait, peut-être même sonner le glas de la mobilité francophone parce qu'on n'en avait plus besoin, entre guillemets. Et là, c'est vraiment tout le contraire qui se passe parce qu'on voit que maintenant, ils vont vraiment ouvrir les vannes, encore plus. Donc, je sais pas. Il faut aussi dire que ces changements, on n'a pas encore vraiment parlé, on va en parler tout à l'heure. Ces changements-là, pour le moment, en tout cas, ils sont prévus pour les 2 prochaines années. C'est pas quelque chose de permanent pour l'instant, en tout cas. C'est quelque chose qui est prévu pour les 2 prochaines années seulement. Donc, c'est le temps d'en profiter. C'est temporaire, en fait, mais il faut y aller. Il faut profiter, là, parce que ça peut se fermer, ça peut s'arrêter. Est-ce que tu penses que, Sébastien, il y aurait la chance, peut-être, qu'il devienne un programme permanent? Il y a jamais de programme permanent dans ces choses-là, malheureusement. Il faut savoir que la mobilité francophone, sous sa forme actuelle, elle existe depuis 2016, comme je l'ai dit, mais elle a existé avant ça, sous une autre forme, c'est un peu différent, mais c'était plus ou moins la même chose, qui avait été arrêtée en 2014. Entre 2014 et 2016, il n'y avait pas d'équivalent. Ce qui se passe, c'est que ces programmes-là, ils sont aussi assujettis aux élections et ce qui se passe en politique. Tout à fait. Clairement, la mobilité francophone, c'est un programme qui est porté par les libéraux, qui est le gouvernement en place en ce moment. Les conservateurs, d'ordre général, ils sont pas très pour favoriser la francophonie. Donc, il se pourrait très bien que, malheureusement, ce programme-là, bien qu'il soit là même s'il était pour durer, s'il devenait permanent, il le serait pas parce qu'il suffirait d'un changement de politique pour qu'on vienne en arrière et qu'on décide de supprimer. Donc, tout peut changer. OK. Alors, parlons-en du programme. Est-ce que tu peux nous donner maintenant les détails de ces changements? Qu'est-ce qui a été décidé? Qu'est-ce qui a été annoncé tout récemment? D'accord. Donc, on va essayer de comparer avant-après. Donc,
Déjà, il faut savoir que depuis qu'on a fait le podcast la première fois sur la mobilité francophone, on a eu un petit changement dont on n'a pas parlé peut-être. Mhm. C'est que la nouvelle classification nationale des professions a A changé changé, et oui. a été mis en œuvre. Oui. Avant, on parlait euh, comment dire, de niveau de qualification 0, A, B, C et Mhm. D. Mhm. On en avait parlé dans le podcast. Donc, à l'époque, il fallait un niveau 0, A ou B Mhm. euh, pour être éligible à la mobilité francophone. Voilà. Maintenant, on est passé en niveau de FAIR. On appelle ça les FAIR, c'est formation, études, expérience et responsabilité. Mhm. C'est la nouvelle CNP qui introduit ça. Et maintenant, on est sur les niveaux, on n'a plus 0 A ou B, mais on a FAIR 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Ce qui est équivalent au niveau 0 A ou B d'avant, c'est les FAIR 0, 1, 2 ou 3. Voilà. OK. Donc, il fallait, pour être éligible à la mobilité francophone, il fallait un emploi dit qualifié ou OK. hautement qualifié, c'est ce qu'ils appellent. Ils appellent ça hautement qualifié et peu qualifié. Les métiers hautement qualifiés, c'est les métiers de FAIR 0, 1, 2 ou 3. D'accord. OK. Ça, c'était avant vendredi. Parfait. Depuis vendredi, la mobilité francophone est effectivement ouverte à tous les métiers. Donc 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Même les métiers peu qualifiés. Wow. À l'exception près des métiers dans le domaine agricole. Je sais pas OK. pourquoi exactement, mais voilà, c'est comme ça. Bon. Donc, ça veut dire que pratiquement tout le monde, il C'est suffit ça. d'avoir une offre d'emploi, on peut être éligible à ce programme de mobilité francophone. Et quand on dit depuis vendredi, j'aimerais quand même préciser, on parle de la semaine dernière, on est quoi, le 19 Le 15 aujourd'hui? juin. Le C'était 15 juin. À partir du 15 juin. 15 juin 2023. Donc, C'est ça. OK. Donc, toutes les professions sont maintenant admissibles. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, moi, aujourd'hui, disons que je suis plombier, disons que je suis mécanicien. Qu'est-ce que je fais? Alors, c'est pas forcément un bon exemple parce que plombier mécanicien, c'était déjà éligible avant le 15 juin. Donc ça change pas. Par contre, avant le 15 juin, si vous étiez serveur Serveur, ou caissier. genre dans un restaurant, caissier, Ouais, des métiers qu'on appelle peu qualifiés, entre ouais, c'est guillemets, ça. tous ces métiers-là n'étaient pas du tout éligibles à notre express, pardon, à métier francophone. Mobilité francophone. Et maintenant, elles le sont. Maintenant, elles le sont. Donc, si vous avez un contrat de travail en tant que serveur dans un restaurant, par exemple, vous pourriez faire une demande de permis de travail via la mobilité francophone, donc sans EIMT. OK. Donc, il faut quand même, il faut tout de même avoir une offre d'emploi. Il faut toujours avoir une offre d'emploi. C'est toujours le même principe. L'employeur doit lui déposer une offre d'emploi sur le portail des employeurs. C'est pas la même chose qu'une offre d'emploi dans le cadre d'une EIMT. C'est beaucoup plus simple. Ça prend peut-être 20 minutes, une demi-heure à l'employeur. OK. Il a des frais à payer, évidemment, mais qui sont bien moindres que ceux de l'EIMT. OK. L'employeur, là, va payer $230. OK. Et puis c'est tout, quasiment. Alors que pour l'EIMT, il va payer $1,000 plus les frais éventuels de poster l'offre d'emploi et tous les papiers qui vont avec. Parce que l'EIMT, c'est quand même une grosse, Voilà. assez compliqué en termes de papier. OK. Là, c'est pas du tout ça. C'est très, très simple au niveau des démarches. Donc, ça simplifie la vie des employeurs. Ça pourrait les pousser justement à aller vers cette direction-là pour Exactement. offrir de l'emploi. OK. Il y a quel autre changement à part celui-là, à part les professions qui sont admissibles? Qu'est-ce qu'il y a C'est d'autre? ça. C'est ça. Ça, c'est le gros changement. Et il y a un changement dont on a parlé aussi qui est aussi assez important. C'est que le niveau de langue requis est maintenant plus bas. Par contre, maintenant, on est obligé de démontrer le niveau de langue. Avant, je l'ai dit tout à l'heure, avant, si l'agent était convaincu que la personne parlait français, bah, ça passait, il n'y avait pas besoin de papier. Là, maintenant, même si c'est un Français ou un Belge qui va faire la demande, on va lui demander une preuve de langue. De langue. Alors, la bonne nouvelle, il y a deux bonnes nouvelles, c'est que maintenant, le niveau de langue est passé à 5 et plus à 7. Donc là, on est sur du intermédiaire relativement bas. Oui. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que si la personne a un diplôme francophone, a étudié en français, ok, pas forcément en France, hein, d'ailleurs, n'importe où, ça peut être en Afrique, ça peut être n'importe où, mais un diplôme d'études obtenu en français, post-secondaire, à ce moment-là, ça remplace le test de langue. Donc la personne n'aura pas besoin de passer un test de langue. S'il n'a pas de diplôme ou s'il a un diplôme seulement secondaire ou moins, même en français, ça passera pas, il faudra faire un test de langue. Mais le test de langue, à ce moment-là, ce sera de niveau 5. Le niveau 5, c'est pas très élevé. Donc, pour quelqu'un qui vit, pour un Camerounais, par exemple, un Congolais, un Sénégalais, qui travaille en français, qui a étudié même jusqu'au niveau secondaire en français, obtenir le niveau 5 en français, là, ce n'est pas la mer à boire. C'est relativement simple, ouais, c'est très facile. Bon, ben, très bien. Il faut aussi, parce que j'ai beaucoup de confusion aussi à partir de là, c'est que
avant, c'est sûr qu'on disait que la mobilité francophone, c'était un chemin d'entrée vers la résidence permanente et vers entrée express, etc. Parce Ouais. qu'à l'époque, il fallait de l'expérience qualifiée. Donc, OK. si vous rentriez en mobilité francophone, ça voulait dire que vous aviez forcément l'expérience 0, 1, 2, 3, qui est l'expérience qui est requise pour l'entrée express. OK. Maintenant, ce serait plus le cas. Maintenant, on peut rentrer en mobilité francophone avec un niveau 4 ou 5, ce qui est peu qualifié, mais ça permet pas en soi de passer par entrée express. Entrée express demande toujours de l'expérience qualifiée. Donc, OK. une personne qui viendra, par exemple, un Camerounais qui viendrait ici en tant que serveur, il Mhm. pourrait obtenir un permis de travail. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais sa femme et ses enfants pourraient avoir un permis de travail aussi. Ah oui, ça va être important qu'on aborde cette question-là. OK. On pourra en parler tout à l'heure. Mais cette expérience de serveur ne lui servira pas pour l'entrée express. Il faudra trouver d'autres façons, soit privilégier certaines provinces qui privilégient beaucoup le travail peu qualifié. Je OK. sais par exemple que les provinces atlantiques, dans leur programme, Mhm. acceptent les emplois de faire 4. Faire 4, c'est ça. Mais il faut aussi souligner que l'idée ici du gouvernement, c'est plus de combler la pénurie de De main-d'œuvre. main-d'œuvre. C'est ça. Exactement. Ce n'est pas nécessairement leur intention, en tout cas, c'est pas nécessairement de convertir tout ce monde-là en C'est résident ça. permanent, c'est plutôt pour résoudre un problème de pénurie actuel. C'est ça. D'ailleurs, c'est ça qui va se passer au niveau j'imagine au niveau des contrôles, parce que effectivement, c'est un peu comme le problème qu'on a eu avec les permis d'études récemment. Mhm. C'est que effectivement, l'agent, je pense que dans la plupart des cas, l'agent les refus qu'on va voir, ça va être des refus parce que l'agent va pas être convaincu que la personne vient travailler et va repartir après. OK. Voilà. OK. On Parce sait que ça tous donne évidemment que des les gens qui conditions. vont venir, c'est ça. On sait tous, nous on le sait que les gens qui vont venir, je sais pas, de l'Afrique, du Mali, du Cameroun, vont venir ici pour essayer d'avoir une meilleure situation et rester, c'est sûr. Mhm. Mais si l'agent le pense, ça peut poser problème pour le permis de travail, ça pourrait être un refus. Malgré le fait que la personne a le droit d'avoir la double intention, effectivement, vous avez le droit de venir travailler avec l'idée de pouvoir rester plus tard, mais ce qu'il faut, c'est que votre volonté première, principale, ce soit de venir travailler temporairement et de repartir après. Alors, écoute, là, j'entre dans la tête d'un potentiel client qui nous suit en ce moment. Il dit, mais finalement, ça n'est pas une si bonne nouvelle que ça pour moi. Si l'agent risque de ne pas être convaincu que je vais repartir ou retourner chez moi, et donc ma demande pourrait simplement être refusée. Parce que si je viens, par exemple, comme caissier, et je dis à l'agent dans ma demande, je dis, écoutez, je viens travailler pendant 2 ans, pendant 3 ans, je vais retourner. L'agent dit, non, 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 toi, tu es un caissier, après 2 ans ici, je suis pas convaincu du tout que tu retourneras chez toi. Alors, c'est pas tellement une bonne nouvelle pour moi, parce qu'à la fin de la journée, ce sera un refus pour moi. Ben, j'attends de voir. J'attends de voir. Pour l'instant, c'est tout nouveau. On a dit, ça date du 15 juin. Il n'y a pas eu on n'a pas beaucoup de recul là-dessus. OK. Je vais quand même en faire des dossiers de caissier camerounais, c'est sûr. Je vais les pousser quand même. Oui. C'est évident qu'il y aura forcément à un moment donné. J'attends de voir si le taux de refus sera aussi Élevé. élevé et enfin s'il y aura un biais comme il y a eu pour les permis d'études, par exemple, Ouais. clairement. Parce que là, c'est sûr qu'en plus, les dispositions sont là. Il y a la disposition pour que les gens viennent de la francophonie, donc ça veut dire de n'importe où. Ouais. La francophonie, c'est pas qu'en Europe. Mhm. Que les gens puissent venir avec n'importe quel emploi, ça c'est dans les prérogatives. Ouais. Et aussi, en début d'année, depuis le 30 janvier, les conjoints de personnes qui ont un emploi peu qualifié peuvent demander un permis de travail ouvert. Et même les enfants en âge de travailler, évidemment, les enfants de travailleurs peu qualifiés peuvent demander un permis de travail ouvert. Toutes les dispositions sont là. Mhm. Maintenant, il va falloir voir quels vont être les motifs de refus. Bon. Bon, bien, c'est très intéressant. Donc, c'est important, tu disais, et c'est important que nous le mentionnions, ça va être possible pour les travailleurs peu qualifiés de demander un permis de travail en autant qu'ils aient une offre d'emploi. Il sera également possible pour les membres de leur famille de les accompagner, c'est-à-dire demander eux aussi des permis de travail ouverts. Et donc, ça veut dire que le demandeur principal qui, lui, a une offre d'emploi, c'est un permis de travail fermé.
attachés à un employeur et les membres de famille en âge de travailler demandent les permis de travail ouverts pour eux. C'est bien cela. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, vas-y, donc. Mais là, on voit facile. Comme maintenant la mobilité francophone est ouverte assez largement à n'importe quel type d'emploi, on voit assez facilement le scénario qui pourrait se dessiner, c'est-à-dire que la personne, le demandeur principal, vient avec ses enfants et son épouse ou son époux au Canada, qui lui ou elle a un permis de travail ouvert. Ouais. Si l'époux et l'épouse ou l'épouse trouve un travail grâce à son permis de travail ouvert, commence à travailler, etc., et que ça se passe bien avec son employeur, si l'employeur est d'accord pour entreprendre les démarches de mobilité francophone pour l'époux, l'épouse, encore une fois, hein, ça coûte que $230. En général, les employeurs sont assez d'accord pour le faire. Si maintenant l'époux vient avec et fait une demande de permis de travail fermé, le premier époux, celui qui était en permis de travail fermé, peut aussi demander un permis de travail ouvert. Et du coup, on peut se retrouver à faire à ce que les deux époux aient à la fois un permis de travail ouvert et fermé. Mais l'idée ici, moi, je pense, l'objectif, c'est que au moins l'un des époux ait accès à un emploi qualifié pour être en mesure de demander la résidence permanente à partir d'entrée express, c'est ça. C'est ça. Mais si on se place donc, par exemple pour c'est valable pour tout le monde, mais j'imagine que c'est encore plus valable pour les pays, disons plutôt africains, parce qu'ils ont besoin de visa. C'est plus facile pour un Français évidemment de voyager, par exemple pour un Belge, qu'un Camerounais ou un Malien, c'est sûr. Mais si maintenant le Camerounais ou le Malien est là en famille au Canada, ben pour lui c'est un océan qui s'ouvre, parce que sur place c'est beaucoup plus facile de trouver un emploi. Il a beaucoup plus de chances que de trouver un emploi depuis le Cameroun ou le Mali, c'est sûr. OK. Mais justement, ils se poseront des questions. Eux, c'est Camerounais, c'est Congolais, et tout ce monde-là. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Nous citons quelques pays africains seulement. Ce n'est pas concentré seulement, cette politique, en tout cas, ce programme-là ne vise pas que les Africains. Sébastien l'a bien mentionné. Mais ils se poseront des questions. Mais moi, je suis au Congo. Comment je fais pour trouver un emploi? Je suis même pas là-bas au Canada. Je sais pas quoi faire. Comment je trouve un employeur qui accepte de me donner une offre d'emploi? C'est sûr. Ça, c'est la première, ce sera la seule grosse difficulté de ce programme. Okay. Elle est un petit peu atténuée maintenant, j'ai envie de dire, du fait que l'emploi n'a pas besoin d'être qualifié. C'était encore une plus grosse difficulté. Un, de trouver un emploi. Deux, qu'il soit qualifié, c'était une plus grosse difficulté, c'est sûr. Ouais. Maintenant, le fait de trouver un emploi qui soit pas qualifié, je vais pas dire que ce sera facile, mais ce sera plus facile, je pense. Et comme tu l'as dit, ça concerne même pas les pays, même africains francophones, ça pourrait concerner n'importe qui. Parce que le niveau 5 est tellement bas, en réalité, que, je sais pas, j'ai n'importe quoi, un Chinois qui aurait pris quelques cours de français, enfin, pas quelques cours, mais qui aurait pris des cours de français assez intensifs, pourrait tout à fait scorer un niveau 5 en langue. Ce serait pas du tout impossible. Et ce serait ouvert pour lui aussi. Mais c'est ça, la grosse difficulté de tout ce programme-là, et c'est sûr, ça reste de trouver un emploi. Ça reste de trouver un emploi, et souvent depuis l'extérieur du Canada. Il y aura toujours des gens qui seront avantagés. Évidemment que les Belges, les Français, les Européens seront toujours avantagés, parce que du fait de ne pas avoir besoin de visa, ben eux, ils peuvent venir sur place facilement, trouver un emploi parce que c'est plus facile sur place, et enchaîner, faire la demande de permis de travail. Ça, c'est sûr que ces gens-là seront toujours privilégiés. Mais encore une fois, il faut se dire que maintenant, le fait d'avoir un emploi pas qualifié, ça devrait être plus facile entre guillemets d'obtenir une offre d'emploi pour un emploi peu qualifié. Alors, une autre question qu'un auditeur peut-être se pose, c'est comment je fais? Est-ce que je dois absolument trouver un emploi dans lequel je devrais parler français? Par exemple, si je suis serveur, est-ce qu'il faut que je parle français? Est-ce que l'employeur, en fait, est-ce que je suis obligé de chercher un emploi à Ottawa? On a déjà exclu le Québec parce qu'il ne participe pas au programme. Ou bien je peux aller chercher cet emploi-là, même dans une province où la Nouvelle-Écosse, par exemple, où on ne parle pratiquement pas français. Qu'est-ce que je dois faire? Non, justement pas. Justement, c'est ça tout l'intérêt, c'est que c'est bien précisé, c'est que la langue d'emploi, la langue de travail, il n'y a pas besoin de le français. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ça ne l'est pas, parce qu'encore une fois, ça touche les programmes, les provinces qui sont anglophones la plupart du temps. À part le Québec qui est francophone, et les territoires, c'est-à-dire Yukon, territoire du Nord et Nunavut, qui sont techniquement, officiellement bilingues. Il y a une seule province qui est bilingue, c'est le Nouveau-Brunswick. Sinon, toutes les autres provinces sont officiellement anglophones. Donc,
si vous trouvez un emploi hors Québec, il y a de très très fortes chances que vous travaillez pas en français. Ah ben donc, ça veut dire qu'il y a un autre défi quand même pour les candidats parce que Voilà. l'employeur voudrait quand même embaucher quelqu'un qui soit capable de communiquer dans la langue, c'est-à-dire l'anglais. Donc, si les candidats, là je vise les candidats francophones seulement, s'ils veulent trouver un emploi et qu'ils trouvent un emploi comme serveur en Nouvelle-Écosse et qu'ils ne parlent pas un seul mot d'anglais, c'est bien beau de peut-être avoir la chance d'avoir une offre d'emploi, mais l'employeur risque de se poser des questions. Comment ça va fonctionner tout ça? C'est sûr que c'est pas non plus tout rose. Et de toute façon, il y aura, par exemple, l'exemple que tu cites, il y aura forcément un processus de recrutement en amont. Là, l'employeur va s'entretenir avec la personne et elle va forcément voir en amont si ça peut coller, si ça peut fonctionner. Maintenant, il y a des emplois, par exemple, un plongeur, par exemple, qui fait la vaisselle dans un restaurant, il va pas être en contact des gens trop. Non, c'est ça. Le fait de parler anglais ou de parler français, c'est pas tellement grave. Après, c'est sûr que il faut pas trop dire ça non plus, parce que du coup, ça va limiter ce programme à des offres de jobs qui sont vraiment pas super, c'est sûr. C'est ça. Mais c'est des portes d'entrée. Une fois qu'on est plongeur au Canada, ben, on est au Canada déjà, ce qui est déjà un grand pas de franchi. Ouais. Et on peut avoir accès à beaucoup plus d'offres d'emploi et accès à d'employeurs. Il faut savoir que même si les chances étaient égales, une personne qui fait des recherches d'emploi en ligne, de toute façon, quoi qu'il arrive, cette personne-là n'a pas accès à peut-être plus d'un tiers des offres qui existent vraiment. Tout à fait. Il y a beaucoup d'offres qui sont pas publiées. J'ai eu le cas la semaine dernière d'une cliente qui a reçu une offre d'emploi en tapant à des portes, tout simplement. Okay. Et la personne chez qui elle a trouvé un emploi, elle-même ne cherchait pas quelqu'un. Elle ne savait même pas qu'elle cherchait quelqu'un. Ils ont discuté et elle a dit, la personne lui a dit, oui, c'est vrai que ça pourrait être sympa d'avoir quelqu'un d'autre dans l'équipe. Et voilà. Donc, il avait pas posté l'offre. Il n'y avait aucune offre de poster. Donc, ça arrive souvent. Donc, c'est ça. Ce que vous voyez en ligne comme offre d'emploi, c'est le haut de l'iceberg, quoi. C'est vraiment, ça représente une très faible, enfin, peut-être un tiers, peut-être, des offres qui existent, qui sont vraiment en cours, mais il y a beaucoup plus que ça. Et aussi, il y a une espèce d'injustice par rapport aux offres d'emploi en ligne aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres qui sont, on pourra en reparler une autre fois, mais il y a beaucoup d'offres qui sont automatisées. OK. Genre, par exemple, si vous faites des offres d'emploi sur LinkedIn ou Glassdoor ou ces choses-là, en général, on va vous poser des questions et il va toujours y avoir une question à un moment donné qui va être, est-ce que vous êtes autorisé à travailler au Canada? Donc forcément, vous allez dire non parce que vous l'êtes pas, vous n'avez pas le permis de travail, ce qui est honnête. Si vous dites non, enfin, votre candidature va directement à la poubelle. C'est parce que c'est fléché automatiquement, c'est juste comme ça. Okay. À la limite, et souvent j'encourage même mes clients à dire oui, même si c'est pas vrai, parce que du coup, ça permet au moins de se franchir une étape et d'engager un dialogue. OK. Et à partir de là, au moins, vous pouvez discuter avec la personne et là, vous pouvez lui dire, OK, c'est vrai, j'ai dit oui, mais c'est pas le cas. Okay. Mais voilà, mobilité francophone, vous savez, ça peut être plus rapide, etc., etc. Et là, on peut discuter. Et là, vous avez une chance. Alors que si vous faites non, aucune chance. Du début, ça va à la poubelle. Classe directement, quoi. C'est ça. Vous parlez à personne, c'est tout automatisé. Au moins, là, ça vous donne la chance de parler à un être humain et de voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Bon, mais c'est super. Mais ça demeure une excellente nouvelle en tout cas. Ah oui, ça demeure une excellente nouvelle. C'est ouvert à toutes les professions. Les exigences linguistiques sont revues à la baisse. Pas besoin d'avoir le niveau 7. Le niveau 5 passe, qui n'est pas très exigeant. Vous n'avez pas fait votre test de langue. Vous pouvez quand même présenter votre diplôme d'études postsecondaires, universitaires ou collégiales. Là. Vous le présentez, c'est assez. Est-ce qu'il y a autre chose, Sébastien, que tu voudrais mentionner par rapport à ces informations, par rapport à ce programme et à cette annonce? Non, mais comme tu l'as dit, justement, je sais qu'on a été sur des points négatifs parce qu'il faut être honnête, il faut dire la réalité des choses par rapport à la recherche d'emploi. C'est sûr que ça reste un problème, évidemment. Mais malgré tout, vraiment, ça reste une bonne nouvelle. Moi, j'ai dû le lire plusieurs fois avant d'être vraiment convaincu que c'était bien ce qui était écrit. Ça me paraissait tellement fou. Ça me paraissait tellement fou qu'ils aient fait ça, mais c'est bien le cas. Donc, encore une fois, c'est pour 2 ans. 2 ans, oui. Donc, ceux qui écoutent, essayez d'en profiter maintenant le plus possible.
Il reste cette recherche d'emploi qui est la première étape à franchir, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est quand même beaucoup. Les démarches sont quand même très, très simplifiées. Puis voilà. Et une fois qu'on est au Canada, les portes sont ouvertes. Il y a beaucoup d'opportunités, je pense, sur place. Très bien. Très bien. Écoutez, merci et nous vous invitons à vous qui voulez en savoir davantage. Nous vous invitons à nous contacter, Sébastien Bianchin, Eddy Balamboula. Nous allons communiquer et poser sur l'écran nos différents contacts pour prendre plus d'informations. Si vous souhaitez vous prévaloir, en tout cas de ce programme, vous voulez en savoir davantage, savoir comment faire pour mieux comprendre le fonctionnement du programme. Vous avez des questions qui demeurent en suspens. N'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous. Monsieur Sébastien est un expert. C'est pour cela que je l'ai invité spécifiquement pour ce programme. Il est expert en ce programme de mobilité francophone. C'est la deuxième fois que nous discutions de ce programme ensemble. Et vous pouvez justement le contacter par les réseaux sociaux, Facebook. Sébastien, je vais te laisser toi-même indiquer exactement comment il peut faire pour te rejoindre. Quant à nous, nous sommes disponibles sur YouTube, donc vous voyez cette vidéo d'ailleurs, vous allez écouter le podcast. Nous sommes également disponibles sur Facebook. Notre site internet, c'est www.balkanis.ca. Nous avons bien entendu les numéros de téléphone, adresse courriel. Envoyez-nous un courriel, envoyez à Sébastien un courriel. Il va vous donner les méthodes de communication pour pouvoir le rejoindre. Vas-y, Sébastien. Moi, ça va être très simple. Je vais pas tout ça. Ça va être très simple. La façon la plus simple pour me joindre et celle que je préfère, c'est le courriel. Ça reste le courriel. Donc, je sais pas s'il va l'écrire en bas, mais mon courriel, c'est info@upnorth immigration. Upnorth, UPNORTH, immigration.com. Alors, Sébastien, ce sera aussi podcast, visuel, oui, mais parfois audio et audio aussi, je veux dire. Donc, je vais te demander, s'il te plaît, de répéter tranquillement pour ceux qui ne nous voient pas, mais qui entendent simplement, oui. Up North, encore, info. Donc, l'adresse courriel, c'est info@upnorthimmigration.com. Et Upnorth s'écrit UPNORTH, immigration.com. Donc, c'est info UP North en anglais. Up. C'est ça, Up North. Voilà. Parfait. Et c'est la seule méthode pour te contacter, Sébastien. C'est pas la seule méthode, mais en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, peut-être qu'il y a des auditeurs, je sais qu'il y en a parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté via ton podcast, mais que j'avais déjà vu avant. Je suis très présent sur les groupes Facebook. J'ai pas un groupe en particulier, c'est pour ça que je le précise pas. Mais voilà, vous avez sûrement peut-être parlé avec moi ou vu mes interventions sur différents groupes. Okay. Donc, on pourrait me contacter à partir de là. Mais la méthode privilégiée, si vous voulez vraiment parler individuellement ou quoi, ça reste le courriel. Je préfère le courriel. Bon, ben, parfait. Alors, je pense que nous avons fait le tour de ce programme. Il est très intéressant. Nous vous encourageons fortement à vous enquérir davantage. Abonnez-nous encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur nos réseaux, sur YouTube. Activez la cloche de notification pour recevoir cette notification quand nous postons les nouvelles vidéos. Aimez les vidéos et surtout partagez-les, s'il vous plaît, avec vos amis, connaissances et ceux qui sont intéressés à venir au Canada. Peut-être que cela ne vous intéresse pas, tant mieux, mais partagez la vidéo, ne soyez pas chiche avec l'information, partagez-la comme nous le faisons très gratuitement et gracieusement. Alors Sébastien, je vais m'empresser de te remercier pour le temps que tu as accordé pour cet entretien. Si tu as un autre mot que tu veux placer pour conclure, je t'en prie. Non, c'est tout pour moi. Ce serait intéressant je ne sais pas si ce sera possible même, mais ce serait intéressant d'essayer de faire un bilan de ce qui s'est passé depuis la réforme. Là, je sais pas si on aura des chiffres spécifiques, etc. Okay. Mais ça pourrait être intéressant de voir dans les prochains jours le taux de refus justement. À ce jour, j'ai pas encore fait de mobilité francophone pour des emplois peu qualifiés. J'ai pas encore essayé. Mais ce serait intéressant de voir si ça fonctionne bien, s'il y a des refus, comment ça se passe, etc. Et puis d'en parler peut-être effectivement s'il y a des gens qui sont intéressés. Ah ben bien sûr, on se donne un autre rendez-vous. Alors en ce moment-là, nous reviendrons lorsque nous aurons des chiffres, un peu plus d'informations pour partager avec vous. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous disons à très bientôt. Abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Nous sommes Balkan Immigration Service et Up North Immigration. Nous sommes là pour investir dans l'humain que vous êtes.
Au revoir. Merci, merci.